donc voilà, vous êtes en notre compagnie. On devait être sur le Pépé, malheureusement il pleut. C'est assez dérangeant. Donc on s'est déporté sous le grand chapiteau. Et donc la thématique, c'est les livres sur les réseaux sociaux, le métier de créateur de contenu avec Jeanne Seignol. Du coup, je vais t'inviter à te présenter déjà. Oui, carrément. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien, si le micro fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Jeanne et donc je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. D'accord. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Jeanne se livre, qui existe depuis 6 ans. Et Quand même. C'est quand même, ouais, ça fait déjà Ça fait un petit moment, ouais. Et où l'idée, c'était de parler de livres, mais d'essayer de le dédramatiser un peu. Parce que je trouve que sur YouTube, les formats un peu classiques pour parler de livres, c'était beaucoup des gens où tu sens qu'ils ont l'habitude de lire. Oui, bah oui. Où ils lisent, je sais pas, 20 livres par mois et tu te dis, mais comment c'est possible en fait. Et où il y avait des choses très codifiées avec en début de mois, je vous montre ce que je vais lire. À la fin du mois, je vous montre ce que j'ai lu. Voilà. Et je trouvais ça un peu redondant et j'avais envie de faire un peu autrement. Et comme j'ai une formation de journaliste à la base, je me suis dit que ça pourrait être cool de trouver un peu des sujets un peu plus anglais et d'aller chercher aussi un petit peu d'autres univers et potentiellement des gens qui n'ont pas l'habitude de lire parce que je trouvais ça cool aussi. Et l'idée de ma chaîne, c'est vraiment de me dire si ça donne envie à quelqu'un de lire, bah en fait le job il est rempli quoi. Donc par exemple, j'ai des vidéos où je conseille si vous avez bien aimé cette série, bah essayez de lire ces livres qui sont dans le même univers, ça peut vous plaire. Je fais un peu le lien aussi avec le rap que j'aime beaucoup. Ah, ok. Donc des albums de rap, de dire si vous avez adoré cet album, pareil, ces livres peuvent vous plaire, etc. Et aussi un peu de reportages et de documentaires. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai fait par exemple une série de reportages sur des libraires pas loin de chez moi. Ok. Où, en fait, moi j'ai grandi donc en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis. Et quand ce qu'on lit dans la presse, et c'est vrai, hein, c'est véridique, c'est que c'est le département en métropole avec le moins de libraires indépendants. Okay. Et donc on te présente souvent ça comme un désert culturel, comme s'il se passait absolument rien chez nous. Enfin vraiment, on est des illettrés quoi. Donc moi j'étais vachement saoulée par ce truc-là. Donc je suis allée les rencontrer en fait ces libraires et rencontrer aussi d'autres libraires parce qu'il y a à la fois les libraires indépendants, mais il y a aussi des libraires qui sont pas considérés comme des libraires indépendants parce que c'est beaucoup de livres d'occasion au niveau d'un endroit qui s'appelle les Puces. Et donc je suis allée voir toutes ces personnes-là et donc c'est pour ça que le thème de territoire me parle, parce que forcément je trouve ça important aussi de connaître son territoire et d'aller voir ce qui s'y passe. Et là j'ai 2 documentaires qui sont projetés d'ailleurs en ce moment. Un sur la lecture chez les jeunes, sur le fait qu'on entend régulièrement que les jeunes ne lisent plus, qu'ils sont toujours sur leur téléphone, etc., ce qui est complètement faux. Et un plus précisément sur TikTok pour m'intéresser justement à ce phénomène du BookTok, donc de lire sur TikTok qui est très présent et qui est né après le Covid. Donc voilà, donc une vraie appétence plutôt pour YouTube, mais sinon je fais du contenu aussi un peu plus léger sur TikTok, pardon. Tu disais par rapport au fait que tu faisais l'analogie avec... je sais que j'ai déjà vu des contenus du style d'ailleurs sur TikTok où c'était fait par rapport à des jeux vidéo. En fait, on disait si tu as aimé le jeu vidéo, n'hésite pas à aller lire ce livre-là. C'est vrai qu'au final, ça permet de faire des passerelles entre différents univers et de faire des liens. Surtout que fatalement, ces dernières années, qu'on le veuille ou non, il y a énormément de contenus qui sont dérivés de bouquins, hein, ne serait-ce que la série des Witcher qui a été adaptée en jeu vidéo et en série par la suite. C'est aussi une série de livres. Et donc, fatalement, la passerelle est facile à faire, en vrai. Et donc... Ouais, carrément, c'est de se rendre compte que finalement, le livre, il est partout. C'est ça. C'est ça qui est assez impressionnant. J'avais fait une vidéo, par exemple, là-dessus, sur les adaptations au cinéma. Et j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est entre un film sur 2 ou un film sur 3 qui, en fait, à l'origine, est un livre. C'est ça. Donc, en fait, c'est très, très présent. Et si on peut aussi faire ces ponts-là et montrer que c'est des univers qui peuvent se ressembler et que les livres, ça n'a pas forcément besoin d'être ennuyant, c'est chouette. C'est ça, c'est ça. Bah même dans l'univers de Miyazaki, le château ambulant, il n'y a qu'en France d'ailleurs, ça s'appelle le château ambulant. En vrai, il s'appelle The Whole Castle, qui est en fait un livre initialement. Oui, complètement. Et qui a été adapté assez librement, bien sûr, avec la patte de Miyazaki par rapport au bouquin d'origine. Ouais. Donc c'est vraiment omniprésent, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai appris que tu faisais des émissions de télé aussi, il me semble, non? Oui, complètement. Je suis journaliste pour Arte aussi à côté. Je fais une émission littéraire qui s'appelle l'Arte Book Club. Okay. Ça se passe sur Twitch, c'est tous les mois. Et l'idée, c'est de parler d'un genre littéraire et d'en dire un petit peu quelque chose. Par exemple, la dernière émission qu'on a fait, c'est sur le manga.
et d'essayer de comprendre comment ça se fait que ça marche aussi bien en France, parce qu'on est le deuxième pays consommateur de manga juste derrière le Japon, donc c'est quand même énorme. Et donc on est 2 présentateurs et on avait 2 invités à chaque fois. On essaye d'avoir des profils créatifs. Donc là, il y avait des gens qui font du manga et de la bande dessinée aussi parce qu'on trouvait ça intéressant. Et bon, ouais, c'est un format que je ferais pas forcément sur ma chaîne parce que clairement, j'ai pas les moyens. Et c'est pas le même budget, oui, j'imagine. C'est pas le même budget, très clairement, et que j'aurais pas forcément l'idée de comment le faire ou quoi, mais du coup c'est un complément intéressant où on a le temps d'avoir vraiment des conversations longues, ça dure 2 heures et c'est vraiment chouette. Bah, ça me permet de faire une analogie, là tu viens de parler de manga, donc fatalement de bande dessinée. C'est vrai que dans la lecture un peu élitiste, on a tendance à dissocier aisément la bande dessinée du livre en fait, hein, alors que ça reste quand même clairement singulièrement la même chose, même si c'est plus centré sur le graphisme. Mais on sait par exemple des auteurs comme Neil Gaiman qui ont commencé par la bande dessinée, ont fini par basculer dans l'écriture aussi. Hein. Donc c'est celui qui a fait Sandman. Si vous avez suivi sur Netflix, il y a eu une adaptation en série il n'y a pas longtemps. Et même American Gods est adapté de l'univers de Neil Gaiman, qui travaille d'ailleurs, qui est présent sur l'adaptation des séries à chaque fois. Et du coup, qu'est-ce que tu penses toi de la lecture en fait, pour toi, c'est clairement la lecture comme les autres, la bande dessinée. Pour moi, toutes les lectures se valent en fait, que ce soit au niveau des genres et aussi au niveau des supports. Pour moi, que tu lises un roman, un classique, une bande dessinée, une nouvelle, que tu sois sur Webtoon, que ce soit sur Wattpad, que ce soit un livre audio, pour moi, tout c'est la même chose. Et à partir du moment où on lit, je trouve ça déjà génial. Et j'y pense parce que par exemple, sur YouTube, il y a pas mal de booktubeuses qui font un peu des challenges où, pour se motiver, pour dire allez, ce mois-ci, on va lire 5 livres ensemble et on choisit des livres. Et dans les commentaires, souvent les gens disent je voudrais lire un livre audio, est-ce que ça compte ? Et en fait, oui, bien sûr. Ah oui, ça clairement, compte. clairement. Et du coup, je trouve qu'il y a de l'élitisme à tous ces niveaux-là de ouais, mais les livres audio, c'est pas vraiment un vrai livre parce que t'es pas. Et vraiment, il y a un rapport à l'objet livre très élitiste, comme si vraiment on était tous chez nous en train de lire à la bougie, alors que c'est pas du tout le cas. Et en plus, je trouve que c'est assez faux. J'ai plus la liste en tête exacte, mais dans les livres préférés des Français, il y a des mangas, il y a des, bien sûr. très très hauts dans la liste. Et en fait, la plupart des classiques qu'on a en tête, qui sont connus, la plupart des gens les ont pas lus en fait. Oui, c'est ça. C'est des gros pavés. Moi, j'ai fait le test un peu pour entre guillemets pour la blague, où je me suis amusée à lire. Enfin, amusée, c'est un très grand mot. J'ai lu À la recherche du temps perdu de Proust. Ah oui. Qui est un pavé. Vraiment, il fait ça. Et c'est très long. Et c'est surtout, je dirais, une lecture d'un autre temps. Je pense qu'on lit plus de la même manière, Ça. Et donc, du coup, c'est beaucoup de descriptions, c'est très compliqué à lire, etc. Et donc, j'ai expliqué ça dans une vidéo. Et j'ai expliqué que aussi, il y a tout un côté sociologique par rapport à ça et que c'est censé être le plus grand classique. Et pour autant, moi, je trouve qu'il n'est pas accessible. Clairement. Ce qui est quand même embêtant. Si c'est censé être le meilleur des meilleurs, normalement, on devrait pouvoir tous le lire. Et donc, j'en ai parlé. J'ai parlé un peu de Bourdieu. Je me suis amusée dans ma vidéo à faire des petits comparatifs par rapport à ça. Et c'est la vidéo sur ma chaîne où j'ai reçu le plus de haine. Et où fatalement, avec des élitistes. Ouais, ça. Et puis j'ai fait la vanne, tu vois. J'ai dit par exemple que ce qu'on connaît le plus de À la recherche du temps perdu de Proust, c'est la Madeleine de Proust. Clairement. C'est dans les 100 premières pages. Donc j'ai fait la vanne. J'ai dit en fait, tout le monde s'est arrêté à partir de là, clairement, et on n'est pas allé plus loin. Et dans les commentaires, j'ai eu beaucoup de personnes, notamment des hommes assez âgés, qui m'ont dit tu peux pas comprendre parce que t'as pas fait les bonnes études, t'es pas assez intelligente, alors que. Franchement, je ne me considère pas comme étant la personne la plus maligne au monde, mais tu vois, j'ai un master, je serais censée avoir des connaissances qui me permettent d'appréhender t'as un bagage, quoi. C'est pas... Exactement. Et du coup, on m'a dit donc, que j'étais bête, que je comprendrais plus tard, que j'étais trop jeune. Donc forcément, ça ne peut pas me parler. Donc que des trucs comme ça où du coup... C'est facile, c'est des raccourcis quand même un petit peu ça. Ouais, exactement. Et donc c'est une fois de plus, et c'est ça dont je parle dans mon documentaire sur la lecture chez les jeunes, c'est vraiment ce truc de... la condescendance. Il y a beaucoup de condescendance. En fait, je me permets le mot, mais on emmerde les jeunes sur la lecture. Bien sûr. Que ce soit déjà au niveau de la quantité, mais aussi sur ce qu'ils lisent. C'est ça. On range ça chiant en fait, alors que... Ça. Exactement, c'est que déjà si on lit... On a l'impression qu'on est censé avoir gagné un peu la bataille et que c'est bien. Et en fait, non, on vient nous dire ah, mais tu lis des mangas. Oh, c'est pas des vrais livres. C'est pas des vrais livres. Ça, c'est le truc que j'ai entendu le plus. Livre. Genre, ça m'est arrivé de faire des ateliers. C'est bien pour commencer. Tu verras quand tu liras des vrais livres. Ça, c'est un truc que j'ai vu. C'est un début, mais bon, après, tu vas aller faire autre chose. Et si tu vas pas vers autre chose, il y a ce côté de tu restes dans l'enfance un petit peu. Alors que les mangas,
c'est hyper riche. Enfin, il y a des univers de malades. Au niveau de la philosophie, il y a des œuvres qui sont extraordinaires. Full Metal Alchemist, pour ne citer qu'elle. Au niveau des réflexions sur l'humanité, sur la condition humaine dans son ensemble, et même l'équilibre au niveau des choix qu'on fait et des conséquences que ça peut avoir, c'est complètement fou en fait. Quand tu commences à creuser la portée philosophique de certaines œuvres, c'est fou. One Piece est une critique de notre société en fait. Il y a quasiment toutes les grosses figures de notre société sont représentées dans l'œuvre. On a tendance à sous-estimer un petit peu le double niveau de lecture de toutes ces œuvres, mais voilà, c'est là quoi. Et tu vois, pour autant, ce que tu dis, ça me questionne sur un autre livre que je trouve qu'on met beaucoup en avant, c'est Harry Potter. Par contre, Harry Potter, on reconnaît que c'est une vraie œuvre. Bah oui, alors que c'est de la jeunesse, bah oui, c'est ça. Et je trouve ça marrant que ce soit un livre qui soit sorti, en tout cas, de ce côté jeunesse. C'est vrai, c'est vrai. Qui soit vu comme, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu des adaptations ou quoi que ce soit, mais qui soit vu globalement comme une grande œuvre, quoi, entre guillemets. Je pense qu'on l'a fait rentrer dans la culture populaire parce qu'il y a vite eu une économie autour d'Harry Potter. Je pense que c'est un peu ça aussi qui a fait le truc. Comme la deuxième renaissance entre guillemets du Seigneur des Anneaux, qui avait déjà eu son existence avant et qui a eu une renaissance au début des années 2000 quand il y a eu l'adaptation de Peter Jackson. Je pense que par contre, le livre, je sais que le Seigneur des Anneaux, souvent j'en discutais avec les amis, et le truc que je revois le plus, je repense à la Madeleine de Proust. Les gens s'arrêtent au début parce qu'ils sont saoulés par les descriptions de Tolkien sur la... C'est lourd en même temps, c'est quelque chose, il y a un bagage. Moi je sais que quand tu arrives à passer, c'est fantastique, mais c'est vrai que le début, les descriptions de la comté et tout, faut survivre, faut passer ça. Mais je trouve que ça interroge aussi sur notre rapport à la lecture de manière générale. Moi je me questionne beaucoup là-dessus sur comment on lit, où j'ai l'impression que... c'est un peu dur à formuler, mais on a quand même du mal à se plonger dans les livres, de plus en plus. Je pense que ça nous demande un effort de plus en plus nécessaire, et surtout quand il y a beaucoup de descriptions et que c'est une langue qui est un peu compliquée, clairement ça nous demande un effort, parce qu'aujourd'hui, si tu veux te divertir, t'as la télé, t'as TikTok, t'as Instagram, enfin t'as tellement de choses. Il y a tellement d'outils, Bien sûr que papy, il lisait Proust, il avait moins de choses à faire, et du coup c'est un effort quand même supplémentaire. Et dans un des documentaires sur lesquels j'ai bossé, je discutais avec Régina Tchondo, qui est la directrice du Centre national du livre, et elle parlait quand même de ça, du trouble de l'attention quand même qu'on a aujourd'hui, et de l'appauvrissement de la langue, parce qu'on va quand même de moins en moins vers des œuvres qui sont difficiles, à part dans le cadre scolaire, où du coup là c'est difficile de nous y intéresser. Je pense que l'autre variable aussi, et je pense que le fait qu'on ait des produits de consommation comme ça qui vont très vite, c'est aussi une problématique sociétale. Je pense qu'aussi tout doit être consommé le plus rapidement possible. On doit toujours avoir le plus de rendement, il faut être le plus efficace possible. Je pense que c'est aussi une variable qui impacte ce rapport à la lecture, quoi. Comme on disait quand on a vu ce livre arriver, je vous montre cette épaisseur-là, vous avez peur, non? Clairement. Et en plus c'est écrit tout petit, hein. En général, vous n'allez pas vers ces livres-là quand vous allez à la bibliothèque. Et ça se comprend en fait, ça se comprend tout à fait. En plus, on n'arrête pas de vous dire que vous lisez pas, ce qui n'est pas vrai. Vous passez votre temps à lire. Il n'y a que des mots qui passent devant vos yeux toute la journée en fait sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça parle de ça, hein, du coup, ton documentaire aussi. Mais cette idée de la surconsommation, c'est qu'aujourd'hui on a énormément de choses en fait, et il y a vraiment cette peur de manquer aussi, et où tu as l'impression que... ce qui est très symbolique, je trouve, par exemple, c'est Netflix, c'est la série du moment. Et si tu l'as pas vu au bout d'une semaine, t'as l'impression que t'as tout loupé. T'as loupé ta vie, Et toi, tu l'as pas vu et tu te sens genre à côté de la plaque. Et sur les livres, c'est un peu pareil. Et je trouve que sur TikTok, ça se ressent pas mal, où c'est le livre du moment, quoi. Oui, c'est ça. Et il y a deux choses, c'est qu'à la fois, c'est tout le monde en parle, donc t'as envie de le lire. Et clairement, c'est aussi un outil marketing, c'est fait exprès. Oui, clairement. Plein d'autres choses. Comme pour les vêtements, etc., où tu dis il faut que je l'ai là maintenant tout de suite, alors que si tu laisses passer un peu le temps, en fait, il va plus t'intéresser tant que ça. Mais ça crée quand même ce truc où même moi, je trouve que je lis trop. Okay. Et plus dans le sens où je lis trop et du coup j'ai l'impression que je lis pas bien, ou en tout cas que je vois ce que tu veux dire. Pas autant que j'aimerais. En gros, je dois lire entre 2 à 3 livres par semaine. D'accord. Après, parce que maintenant c'est devenu aussi mon métier, donc bien sûr ça joue. Mais je remarque que ma pratique de lecture, elle est un peu fragmentée, et que je lis vite, et que du coup, il y a beaucoup de livres qui passent un peu à côté, où je me dis, oh, c'était sympa, mais sans plus. Oui, voilà. Et alors que si j'avais peut-être plus pris le temps de me plonger dedans, etc., et de peut-être mieux choisir mes lectures aussi, parce que ça, c'est tout un sujet, c'est que tu vois un joli livre sur Instagram et t'es en mode, ça a l'air bien, alors qu'en fait, tu sais même pas de quoi ça parle, juste c'était une belle couverture. Et du coup, dans le choix des livres, je pense que je fais pas toujours aussi... je prends pas toujours assez le temps, je pense.
Oui, bah parce que comme tu le disais, c'est devenu ton travail, mine de rien. Donc Ouais, ouais. maintenant, il y a cette idée de rendement aussi, on en parlait tout à l'heure. Donc très certainement que ça impacte, comme là je le disais, hein, j'ai eu une huitaine, 8 ou 10 livres, 8 ou 9 livres à préparer pour cet événement. Je vous dis, au début tu commences à les lire un peu calmement, tu vois que le temps ça se rapproche, tu finis par accélérer et forcément Ouais. tu mâches ta lecture. Il y a des choses qui passent un peu aux oubliettes dans ton analyse en fait. Même s'il ne faut pas tomber dans la critique qui t'a oublié le plaisir aussi, hein, c'est aussi ça. Moi je sais que il y a un truc qui s'est passé quand j'ai quitté l'université, j'ai eu un laps de temps où je ne pouvais plus lire. Ouais. Parce qu'en fait, le critique prenait trop le pas sur le plaisir. Et en fait, j'avais l'impression de ne pas consommer mes livres correctement. Je ne sais pas si au bout d'un moment, dans cette optique où tu travailles dans le livre, tu as cette sensation de ne plus prendre de plaisir, de juste travailler en fait dans ta consommation. C'est pas exactement ça, mais c'est marrant ce que tu dis. J'ai une de mes meilleures amies, ça lui a fait pareil. Après la fac, elle a arrêté de lire pendant genre 3 ans. Et je pense qu'il faut parfois faire un peu ce break. Et moi, là, je suis dans cette période un tout petit peu de break, alors que je suis ici, donc c'est pas le bon timing. C'est l'ironie. Mais en fait, moi, ça devient difficile parce qu'il y a les lectures un peu travail et les lectures un peu plaisir. C'est ça. De trouver le juste milieu. Après, j'essaye de garder que des lectures qui sont plaisir et après de me dire ah bah ça, je l'ai aimé, donc du coup, je vais l'intégrer dans mon travail. Mais quand c'est vraiment purement travail, j'essaye de le mettre dans ma journée de travail justement pour que ce soit segmenté dans ma tête et de pouvoir le dissocier. Mais c'est marrant ce que tu disais sur le fait un peu de lire vite et que ce soit fragmenté. Ça me fait penser à un truc qui, je trouve, est très symbolique de notre temps. C'est un site internet qui s'appelle Blinkist, où en fait, c'est des résumés de livres que tu écoutes en audio en 10 minutes. Et en gros, c'est beaucoup de classiques, c'est beaucoup de philosophie, ce genre de choses. Et je me dis, on est tellement à un stade où il y a trop de choses à consommer que on avale les trucs, quoi. Et du coup, ça pose aussi la question de mais pourquoi s'inscrire sur... Enfin, après, tant mieux, hein, c'est cool d'avoir la culture accessible à ce niveau-là et tout. Et je trouve que l'initiative, elle est intéressante, mais ça me questionne forcément un peu sur quel est l'intérêt dans ce cas-là. Quel est le rapport avec le livre ? C'est juste d'avoir dire que tu l'as lu, en fait. C'est de pouvoir, je sais pas, en parler pendant un dîner mondain et faire un peu, oui, les essais de Montaigne. Enfin, ça pose quand même une vraie question sur comment est-ce qu'on consomme le livre. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose sur... en fait, je pense que c'est des choses qu'on questionne pas tant que ça au niveau du livre, parce que l'objet est quand même très sacralisé encore. Bien sûr. Et alors que quand c'est la musique, les films, etc., je pense qu'on n'a pas tout à fait le même rapport. Mais c'est quand même en train de devenir complètement pareil. Et quand on voit le nombre de livres à l'année qui sont publiés, etc., c'est une industrie, très clairement. C'est boulimique, c'est une industrie, on a tendance à oublier. Comme je disais, là, la consommation, il y a 2 jours, je le disais justement, je disais à ma conjointe, j'ai du mal à lire les derniers livres parce que je suis tombé dans une espèce de boulimie littéraire où mon cerveau n'emmagasine pas aussi bien qu'il a emmagasiné les premiers jours, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a cette variable, tu le disais, et c'est quelque chose qu'on a vraiment. Hein, et autant le livre, les séries, tu as l'impression que si tu n'as pas suivi la mode et que tu n'es pas au taquet de tout ce qui s'est vu, et même au niveau de la culture, on en disait, moi je suis fan de science-fiction, et tu as l'impression que si tu n'as pas lu Dune, tu as loupé ta vie, tu vois, on va te jeter d'un pont, et pareil pour au niveau du cinéma, quoi. Et tu es là, tu dis, c'est vrai que tu te sens obligé des fois d'appréhender les choses et surtout de les apprécier. Parce que si tu as le malheur de dire bah moi j'ai pas aimé en fait, comme tu le dis, tu te fais lapider et ça devient compliqué. Donc c'est vrai. C'est marrant que tu parles de science-fiction, c'est le prochain thème de l'émission d'Arte. Ah bah tiens, l'anticipation. Et on va parler de Dune, écoute. Fatalement. Pas science-fiction, c'est difficile de passer à côté de Frank Herbert dans la science-fiction. On va en parler un petit peu, mais on va essayer d'élargir justement et de parler d'autres œuvres. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi sur la critique et notamment sur les réseaux sociaux. C'est difficile de dire qu'on n'a pas aimé un livre. C'est ça. Moi, je le fais pas forcément parce que, en fait, je le fais si je considère qu'il y a un intérêt. Genre, je sais pas, j'ai lu un livre qui est très populaire et je trouve qu'il est hyper problématique et que je comprends pas qu'il soit mis en avant. Je me dis, là, il faut qu'on parle, il faut qu'on ait une discussion. Je pense à un livre qui s'appelle Une vie comme les autres, qui était très populaire sur les réseaux sociaux. Et qui était vendu comme une magnifique histoire d'un homme homosexuel et tous les traumas de sa vie. Et en fait, c'est juste un livre qui est traumatique à tous les niveaux. Et où vraiment l'autrice, elle s'acharne à chaque page sur son personnage, quoi. Et donc, du coup, moi, je disais, mais faites attention, en fait, aussi, parce que sur TikTok, c'est des formats courts. Et du coup, les gens disaient, lisez ce livre, il est génial, ça va vous chambouler. Et je suis en mode...
Non, ça va pas vous chambouler. Après, vous Ça va allez vous avoir besoin traumatiser d'une à un moment thérapie, donné. Faut pas faire ça. Et donc là, j'en ai parlé, mais sinon, si c'est juste dire du mal d'un livre pour dire du mal d'un livre, et je me dis aussi potentiellement l'auteur va tomber dessus, c'est pas très sympa. Mais on remarque quand même beaucoup que sur les réseaux sociaux, les gens qui se prononcent pour dire bah moi j'ai pas aimé ce livre, ça m'a pas plu ou quoi. Parfois, il y a des réponses quand même assez virulentes. Quand les gens sont énervés, alors qu'en fait, c'est ton avis, ça appartient à personne. Et Dieu merci, il y a suffisamment de livres pour qu'on puisse. Bah oui, c'est ça, il y en aura toujours aussi, pour tout le monde, quoi. Ouais. Et c'est Blanche Gardin qui disait ça dans un de ses sketchs, que les gens se sentent obligés de réagir, en fait. On est dans une société avec des outils qui nous forcent à avoir une réaction pour tout. Et je pense qu'il y a aussi cette problématique-là. Donc, tu as lu quelque chose, les gens sont obligés de donner un. Je suis un peu comme toi, quand il y a un avis négatif à donner, je préfère ne pas le donner plutôt que de m'acharner sur quelqu'un pour rien. Ça sert vraiment à rien, quoi. C'est triste. Sauf qu'aujourd'hui, les gens se sentent obligés que quand les avis divergent, ça vient forcément sur quelque chose de véhément. Surtout toi, j'imagine, en plus, t'es jeune et t'es une fille dans le milieu de la lecture, qui reste un milieu, comme tous les autres milieux, au final, un peu misogyne et très, très marqué par la présence masculine, hein. Faut pas se mentir. J'ai un avantage, c'est que pour le coup, c'est assez féminin sur les réseaux sociaux, le milieu de la lecture. Okay. Et je crois que j'ai genre 65% de femmes qui me suivent. Ah bah c'est cool. Donc tant mieux. Quand j'ai des critiques, c'est majoritairement des hommes. C'est ce que j'allais dire. C'est quand tu t'es attaqué à Proust et tout, je pense que t'as ébranlé quelque chose. Et c'était sûr que ça allait être majoritairement un public masculin qui allait réagir à ça. Et ouais, donc ça va. Donc du coup, t'as pas cette problématique-là. À un moment, j'allais forcément aborder ce problème d'être peut-être une femme dans le milieu de la lecture. Ça va? Ça va. Après, je pense qu'être une femme sur les réseaux sociaux, c'est en général, de toute façon, le plus fun, malheureusement. Donc je pense qu'il faut réussir à s'en détacher un petit peu. Ouais. Ce qui est un tout petit peu particulier, je pense, c'est que je fais de la vulgarisation. Oui, il y a ça aussi. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel les femmes sont très attendues, alors que les hommes pas du tout. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui en parlent très bien, comme Syllabus ou Manon Bril, et qui disent qu'en fait, quand tu es une femme et que tu fais de la vulgarisation, tu as beau avoir tous les diplômes du monde, avoir fait toutes les thèses, tout ce que tu veux, on va dire oui, non, je suis pas sûre que ce que tu dis, c'est vrai, alors que c'est Jean-Michel du 92 qui a eu juste son bac. Et donc, on remet quand même beaucoup en question. Ouais, c'est... Donc forcément, il y a ça. Il y a des remarques assez classiques sur le physique. Mais c'est vrai que ça crée forcément un truc un peu bizarre où tu finis par avoir un peu une image déformée de toi parfois. Bah oui, c'est le danger avec les réseaux sociaux. Ouais, il y a plein de femmes qui, c'est triste, hein, mais qui ont fini par faire des opérations de chirurgie et ce genre de choses parce que une fois on me dit ton nez il est de travers, puis une deuxième fois, une troisième fois, et puis après. Donc bon, moi j'ai l'avantage d'être dans un milieu qui est quand même assez petit pour le moment et assez calme, mais ouais, c'est vrai que moi je fais tous les montages de mes vidéos. Il y a des semaines, je peux plus me voir. Je suis en mode, j'en peux plus de la tête de cette personne-là, c'est trop, il faut arrêter. Mais non, je pense que c'est quelque chose que je traverse un peu en ce moment, mais faut réussir à dissocier en fait. Ta personne dans la vraie vie et ta personne sur les réseaux sociaux. L'avantage, c'est que moi, j'ai un pseudo. Donc, j'arrive à me dire, OK, il y a Jeanne dans la vraie vie et il y a Jeannot sur les réseaux. Et tu arrives à changer de masque en fonction des... et Mr. Hyde dit comme on a tous ça, en vrai. Mais on a tous plein de facettes et je pense qu'il faut essayer un peu de s'en détacher et de ne pas oublier que... en fait, c'est un rapport très bizarre sur les réseaux sociaux. C'est que tu discutes avec les gens et moi, il y a des gens que j'adore dans ma communauté où on a un contact presque amical. Et pour autant, c'est des relations qui sont parasociales, donc c'est-à-dire qui sont pas dans la vraie vie en fait, où les gens ont l'impression de te connaître, mais en fait les gens ils te connaissent pas. Les gens ils connaissent déjà ce que tu as envie de leur montrer. C'est ça, c'est ça. Les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Je vais pas me filmer quand je vais pas bien et que je suis en train de pleurer ou que ça va pas. Et donc il faut détacher un peu ça. Donc pour tout ce qui concerne les critiques aussi, maintenant je me dis, en fait c'est une critique par rapport à mon travail, pas par rapport à ma personne. Et par rapport à un pourcentage minime en fait que la personne a de ma personne. Donc ça fait partie du jeu, c'est un jeu qui est pas drôle je trouve et on entend souvent cette phrase de si tu voulais pas que ça t'arrive, fallait pas t'exposer. Mais c'est tellement triste comme remarque en fait. Si on part de ce principe, c'est si tu voulais pas qu'on te tape dans la rue, fallait pas sortir, enfin ça n'a aucun sens. Mais faut apprendre à faire avec et c'est vrai que parfois les gens peuvent être très virulents sur les réseaux sociaux. C'est surtout ça. Donc c'est le risque. Après moi j'ai l'avantage d'avoir une communauté vraiment très 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 chouette. Donc on croise les doigts très clairement. On croise les doigts pour que ça continue, c'est surtout ça. C'est sûr.
Alors, quel a été le déclic au final de ce choix maintenant professionnel du coup, parce que j'imagine qu'initialement c'était surtout une passion en fait Ouais, au final. complètement. Et comment t'as fait ce basculement vers une professionnalisation du partage de contenu autour du livre sur le net? En fait, ça s'est fait petit à petit, où j'ai toujours été intéressée par les métiers du journalisme. À l'origine, je me voyais plus dans le papier, donc plus presse écrite. Et en fait, pendant mes études, j'ai fait une licence d'anglais. Et en fait, c'était une période où j'avais des cours d'anglais, mais on pratiquait pas l'anglais, ce que je trouvais absurde. Et donc, j'ai lancé une première chaîne YouTube pour justement parler anglais et pratiquer, et parler de livres comme c'était ma passion. Et à côté de ça, j'ai commencé à travailler pour un magazine qui s'appelle L'Étudiant, où je faisais des chroniques littéraires parce qu'ils avaient vu justement ma chaîne et qu'ils trouvaient ça cool. Et en fait, c'est un peu ce mélange des deux choses où je me suis dit, ok, en anglais, c'est sympa, c'est rigolo, mais peut-être que je peux pas m'exprimer de la même manière, être aussi naturel, faire les mêmes blagues. L'étudiant, c'est un média et je sens que forcément, je suis un peu bridée dans ce que je dis. Et du coup, j'ai eu envie de créer ce média-là pour moi. Et en fait, à l'origine, je l'ai lancé au moment où j'avais tenté les écoles de journalisme une première fois, je les avais pas eues. Et donc, en fait, j'ai passé toute une année à préparer les concours. Et je me suis dit, si je passe cette année chez moi à faire que ça, je vais devenir zinzin, très clairement. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais lancer cette chaîne. Ça va me permettre aussi d'avoir un petit truc à présenter une fois que j'arriverai en école et de montrer que t'as pas forcément besoin de rentrer dans un média et en fait, tu peux aussi te créer un peu tes propres expériences. Une espèce de portfolio autodidacte, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, petit à petit, j'ai continué. Au début, c'était pour rentrer en école, et puis après, c'était pour chercher du travail, une fois que je chercherais du travail. Et puis en fait, je l'ai toujours gardé à côté en étant vraiment de plus en plus passionnée par ça et en me rendant compte aussi que financièrement, il y a des petites choses qui commençaient à arriver et que peut-être ça pourrait être viable. Mais quand même, je pense que dès le début, dans un petit coin de ma tête, il y avait quelque chose qui disait si plus tard, ça peut être mon boulot, ce serait quand même sympa. C'est ça. Je pense que c'est toujours la variable. Ouais, et il faut le reconnaître, aujourd'hui, on a quand même énormément d'outils pour nous permettre de réussir à vivre de notre passion. Bon, bien sûr, faut avoir... des fois, c'est un coup de chance. Après, il faut toujours cultiver les choses pour que aider la chance. Hein. Si tu crées pas de contenu, tu peux pas être remarqué. Donc, c'est aussi la variable. Donc c'est aussi le truc à retenir, hein. Vous avez énormément d'outils aujourd'hui pour pouvoir vivre de votre passion et il ne faut pas bouder cette chance-là en fait. N'hésitez pas à vous servir des réseaux sociaux pour la musique, pour toutes ces choses-là qui vous passionnent, pour communiquer aux autres et partager avec les autres. Qui sait? Ça c'était le petit glissement là. Le petit message d'inspiration. Et alors, est-ce que tu as d'autres projets, des formats peut-être un peu différents, Je peux te parler d'un projet sur lequel je travaille depuis un petit peu plus d'un an maintenant, qui est très long, qui me prend du temps. Parce que du coup, donc je continuerai toujours un peu à faire les formats sur ma chaîne qui me plaisent, mais j'aime bien justement faire des documentaires, comme on en parlait, etc. Là, j'en ai un sur lequel je suis en train de bosser sur l'intelligence artificielle. Fatalement. Et en fait, j'en ai un sur lequel je travaille qui, je pense, va sortir dans un peu plus longtemps, qui sera un format de quasiment 1 heure. Où en fait j'ai envie de m'interroger sur pourquoi est-ce qu'on brûle des livres en banlieue. Pour expliquer un peu, en gros, donc moi je suis née en Seine-Saint-Denis donc en 2005 il y a eu des émeutes et à ce moment-là c'était suite à la mort de deux jeunes hommes, de Ziad et Bouna, suite à des violences policières. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu plein de moments de vandalisme, etc. Et il y a des bibliothèques et des médiathèques qui ont été prises pour cible. Il y en a qui ont été complètement détruites, il y en a où il y a eu des trucs cassés, etc. Et donc il y a des livres qui ont été brûlés. Et ça m'est toujours resté un peu dans la tête, cette histoire-là. Et 1 an après ces émeutes-là, moi, le collège où j'ai été, le CDI, donc le Centre de documentation et d'information, pareil, a été brûlé. Et je sais pas, ces derniers temps, je repensais à cette histoire. Et en fait, j'avais envie de faire quelque chose autour de ça, parce que je trouve que ça dit vraiment quelque chose du rapport au livre. Qu'est-ce qui emmène quelqu'un à brûler un livre? C'est quand même, ça peut paraître d'une violence inouïe. Et en fait, malheureusement, l'actualité a bien fait les choses. C'est que ces derniers mois, justement, on a eu de nouveau des révoltes qui se sont déroulées chez nous. Et donc, il y a eu des médiathèques encore qui ont été attaquées. Alors, moins que la dernière fois. Donc, ça, c'est le côté rassurant. Et je travaille justement avec un sociologue qui est spécialisé sur la question. Mais j'ai envie d'explorer ces questions-là et de se poser la question qui n'est pas évidente.
mais de où est-ce qu'elle est la violence. Est-ce que la violence c'est de brûler un livre ou est-ce que la violence c'est aussi l'institution qui te met dans des cases et qui fait que en fait y a des endroits en fait en France où on ne donne pas les mêmes chances que les autres et où le livre en fait a complètement perdu son symbole peut-être d'émancipation et ça devient juste synonyme de pouvoir et d'état donc c'est un sujet qui est complexe. Peut-être même la condescendance qu'on parlait tout à l'heure, hein, qui sait. Peut-être que c'est une notion aussi à explorer, on verra bien. Donc c'est un sujet qui est très complexe, mais qui me touche personnellement et que j'ai envie d'évoquer de la meilleure des manières. Donc ça, ce sera le prochain gros projet sur lequel je suis en train de bosser. Ok, merci beaucoup. Je pense je vais laisser un peu de temps pour les questions, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, on va continuer à échanger jusqu'à la fin de cet échange. Mais si ça a suscité une réflexion chez vous, n'hésitez pas. Hein. À la base, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est pour que vous puissiez avoir une interaction en temps réel. Non ? Ah. La question, c'était c'est quoi le livre ? C'est pas le mien. Hein. Ah, ce livre, en fait, là, tout simplement, c'est pas moi qui l'ai choisi. Là, on est vraiment dans l'optique du travail parce que c'est une des interventions que j'ai dimanche. Et du coup, ça fait partie des auteurs avec qui je vais interagir comme je le fais en ce moment. Donc voilà, il est présent là-bas. En vrai, il est très intéressant. Hein. Il me reste une centaine de pages pour le terminer. Comme je dis, je suis en mode un peu difficile là parce que c'est le moment de la boulimie où mon cerveau a du mal à enchaîner les pages. Mais voilà, donc vous pouvez le trouver là-bas à l'accueil si jamais vous le cherchez. Donc ensuite, est-ce que vous avez d'autres questions ? Je me fais l'écho d'une élève. Tu as dit que tu en vivais. Au niveau du modèle économique, est-ce que tu peux un peu détailler comment tu en vis ? C'est vraiment la question qu'on m'a le plus posée depuis que je suis arrivée. L'argent, toujours l'argent. Alors, le modèle économique, du coup, il peut être vraiment très différent selon les influenceurs et les influenceuses. Donc, le mien n'est pas forcément le même que tout le monde, mais je vais vous parler du coup du mien précisément. En fait, moi, j'ai un peu un écosystème avec plein de choses différentes. Alors déjà, il y a la rémunération sur les réseaux sociaux directement. Donc ça va être par exemple quand vous allez sur YouTube et que vous regardez une vidéo, il y a des publicités juste avant. Ça va rémunérer du coup les créateurs de contenu de manière très faible. Pour vous donner un ordre d'idée, moi sur YouTube, par mois, je fais à peu près entre 100 et 150 000 vues. Ça me rapporte 100 €. Donc c'est pas ça qui paye le loyer. Et je vous dis ça, c'est une fois que c'est avant d'enlever les charges, l'URSSAF, toutes ces petites choses. Et comment ? Répétez les sous. Ça intéresse les gens. La somme exactement, c'est ça ? Ah, je vous la refais. Je disais sur YouTube, du coup, je fais à peu près par mois entre 100 000 et 150 000 vues. Et ça représente une centaine d'euros. Et c'est avant les charges, etc. Donc moi, je vais me retrouver avec 60-65 €. Donc clairement, ce n'est pas la plus grande source. Il y a des financements participatifs. Donc il y a ma communauté qui me soutient. Ça, c'est très, très chouette. Et il ne faut pas hésiter à l'utiliser aussi parce que les gens ont souvent à cœur de soutenir les créateurs qui suivent. Et ça, j'étais assez étonnée de le voir. Donc moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Patreon, où en fait les gens peuvent donner tous les mois un montant pour soutenir la création. Ça peut être soit si on fait des contenus supplémentaires ou juste tout simplement pour soutenir. Il y a les partenariats. Donc ça, c'est une bonne partie. Je dirais que c'est bien 40% de la rémunération. Donc ça va être majoritairement avec des maisons d'édition. Où l'idée, ça va être, par exemple, de dire, OK, ce livre-là, il sort à la fin du mois chez nous. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme contenu pour le mettre en avant ? Quand c'est comme ça, tu as le droit d'en dire ce que tu veux ou tu es obligé que ça soit amélioratif ? J'ai le droit d'en dire ce que j'en veux. Okay. Là-dessus, pour le coup, le milieu de l'influence n'est pas toujours très fun, mais dans l'édition, c'est vraiment très, très libre. Donc, en général, c'est juste ça le brief. Il y a tel livre qui sort. On te l'envoie si tu as envie de le lire. Et après, tu nous proposes des formats. Moi, l'idée, c'est vraiment pas de faire des promos purs et durs, de faire une vidéo de 10 minutes. Alors, il y a ce livre qui est sorti, vous pouvez l'acheter en librairie. Mais c'est plus de réfléchir à un contenu autour de ça.
Donc par exemple, j'ai travaillé avec les éditions Pocket sur un livre de Michel Bussy, qui s'intéresse à la disparition de Saint-Exupéry. Et donc c'est une sorte de petite enquête un petit peu rigolote. Et donc moi j'en ai fait une vidéo YouTube pour raconter justement cette histoire de la disparition de Saint-Exupéry qui est pas toujours très très connue. Et donc il y a une petite minute dans cette vidéo là où je dis d'ailleurs il y a ce livre qui est sorti aux éditions Pocket machin. Il y a la partie de travailler pour Arte qui me rémunère aussi. Il y a le fait de faire des rencontres comme ce genre d'événements, etc. Dans des établissements scolaires, des congrès, etc. Et l'autre partie qui, pareil, je dirais à peu près 30% qui rémunère et qui est intéressante, c'est des bourses de création. Donc il y a le CNC, le Centre National du Cinéma, qui encourage beaucoup la création en ligne et où en fait on peut postuler, c'est tous les 2 mois, en fait on peut postuler en disant qu'on a un projet et donc ils proposent des bourses qui vont jusqu'à 30 000 € si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même pas rien. Ouais, c'est quand même pas rien, ouais. Et il y a la SCAM aussi, donc la Société des auteurs qui fait ça aussi et où en fait c'est génial parce qu'il n'y a pas de contrepartie, il faut juste présenter un projet, montrer que il apporte quelque chose et que clairement ça vient ajouter sa petite pierre à l'édifice sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs. Je crois qu'il y a sur YouTube, TikTok et Instagram, si je dis pas de bêtises, mais à vérifier. Et donc c'est un peu ce mélange de tout ça qui me permet d'en vivre aujourd'hui. Ok. Et est-ce que ça a été facile? C'est toi qui es allé en direction de ça ou c'est les gens qui sont venus te contacter du coup dans ces différentes rémunérations? Pour le coup, j'ai beaucoup de chance, c'est que c'est les gens qui sont venus vers moi. Et je pense que c'est l'avantage de ne pas avoir voulu en vivre tout de suite, ou en tout cas de ne pas avoir cette stratégie d'en vivre tout de suite. Où moi je bossais à côté et donc en fait la rémunération c'était pas un truc que je suis allée chercher. C'était pas une problématique à laquelle tu pensais. C'était des petits bonus, ça faisait plaisir, ça permettait de payer les vacances. C'est le bon esprit je pense de toute façon. Et en fait donc petit à petit ça a permis de créer le réseau et c'est plus là quand du coup j'ai commencé à en vivre à 100% que en fait le réseau était déjà fait, où la seule chose que j'ai eu à faire c'est potentiellement juste de relancer d'anciens partenaires. Bien sûr. Pour rebosser ensemble. Mais non, j'ai beaucoup de chance, c'est qu'en fait, pour le moment, j'ai à démarcher personne, quoi. Et c'est vrai que sur YouTube, j'ai beaucoup de chance, l'algorithme m'aime beaucoup. Et tant mieux. Quand on tape livre sur YouTube, en fait, je suis vraiment dans les vidéos qui tombent en première. Et en même temps, c'est parce que je suis une des personnes les plus suivies qui parlent de livres sur YouTube. Donc du coup, ça me permet d'être assez bien référencée et d'avoir justement cette casquette de journaliste qui intéresse beaucoup. Donc ça c'est top. C'est cool, merci en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? On va pouvoir libérer Jeanne en lui laissant le mot de la fin. Non? Non, ça ira? Non, alors, on voulait juste parler d'argent. Ouais, c'est ça, il voulait juste... fatalement, quoi. On est arrivé au pécunier. On a essayé de rester que dans la dimension du livre, le rêve et tout, et puis on est arrivé à l'argent. Écoute, c'est bien, oui, fatalement. Mais on peut en vivre, ça c'est la bonne nouvelle quand même. Mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, mine de rien, avec tous les outils qu'on a, il ne faut pas hésiter à se lancer. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre au final? Surtout si tu travailles en parallèle, tu crées du contenu, qu'est-ce que tu as à perdre? Donc voilà. Donc merci déjà pour cet échange. Ensuite, on parlait du coup de tes projets. J'avais encore une dernière question qui est partie dans les étoiles à cause de l'argent. Donc on va peut-être finir. Est-ce que tu as quelque chose, un conseil à donner pour les gens qui aimeraient potentiellement travailler dans le livre ou se lancer dans ce genre d'entreprise? Peut-être pour se lancer sur les réseaux sociaux, un petit conseil. Que ce soit le livre ou pas d'ailleurs. Je pense que c'est très cliché ce que je vais dire, mais d'être spontané. Okay. D'avoir vraiment envie d'être là en fait, parce que je trouve que ça sent les gens qui se forcent un peu à faire des vidéos, etc. Et aujourd'hui, malgré tout, la concurrence elle est rude. Il y a énormément de gens qui postent sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc je pense qu'il faut réussir à trouver sa patte et apporter quelque chose de nouveau. Mais par contre, aujourd'hui, on a besoin de très peu d'outils. Un téléphone et c'est réglé, on peut s'y mettre. Donc pour citer Orelsan, si tu veux filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Donc ça, c'est le côté rassurant. Donc je pense qu'il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Et moi, le conseil que j'aime bien donner, c'est le son, c'est important. Quand on se filme, c'est bien, mais si on ne vous entend pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et pas hésiter, si vous avez envie de vous lancer, à filmer quelques vidéos que vous n'allez pas publier. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, les premières vidéos, on est toujours hyper gênant. Parce qu'on ne sait pas faire devant la caméra. On est toujours un peu bizarre, on ne regarde pas droit, on est comme ça. Et du coup, moi, j'avais fait ça, j'avais filmé quelques vidéos que je n'avais pas publiées. Et Dieu merci.
Bah, merci infiniment pour tes conseils, merci pour cet échange. Ça faisait plaisir. Applaudissez s'il vous plaît bien fort, Jeanne. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir assisté à cela.